Noël. Le personnage qu'on va aborder aujourd'hui n'a rien à voir avec Noël, à part sa dégaine, qui ferait penser à un Père Noël, mais qui a perdu pas mal de kilos. Et puis à ce qui paraît, tout ce qui est rock, country, folk et tous ces genres musicaux impliquant du talent et un instrument sont des musiques de vieux, donc on va parler de vieux. Non, bon, plus sérieusement, le rock et toute sa fratrie ont connu leur âge d'or dans les années 50, 60, 70, il est donc normal que les célébrités que nous abordons sur cette chaîne aient au moins la cinquantaine passée. Et mine de rien, ça fait partie de ce que j'aime tant dans le rock. Les superstars de ces mouvements sont devenus de véritables légendes, de par leur mort prématurée ou grâce à leur longévité mystérieuse, qui ne peut soulever que de nombreuses questions. Questions comme « Bordel, mais comment ce mec peut-il être encore en vie ? Et comment celui-ci peut-il encore tenir sur ses deux jambes ?» Angus Young, obligé de faire des pauses oxygène sur scène, Mick Jagger, qui se dandine comme à ses 20 ans après une opération du cœur, et Lemmy, qui a survécu 70 années avec un régime basé sur une bouteille de Jack et 2 paquets de clopes par jour, si bien que les médecins lui interdisaient de donner son sang tant ce dernier était toxique. Bref, si la mort ne les a pas fauchés avant leur trentaine, ces rockstars sont restés debout, animés par quelque chose d'inexplicable, peut-être ce qu'on appelle la passion. Et ne venez pas me dire, ouais, ils ont les meilleurs médecins du monde, les médecins de Lemmy Kilmister n'avaient absolument aucune idée de pourquoi il était encore en vie, et Keith Richards n'a jamais fait changer son sang. Mais ces sujets nécessiteraient une vidéo entière. Je sais pas moi, par exemple, est-ce que les rockstars de l'époque sont de meilleurs exemples que les rappeurs d'aujourd'hui qui parlent H24 de drogue et de flingue Je dis pas ça parce que j'ai commencé à bosser dessus. Bref, aujourd'hui, petite vidéo sans prétention pour Noël, en attendant les gros projets qui ont évidemment pris du retard à cause du Covid-19 quoi. Allez, aujourd'hui on va parler d'un des vieux les plus cool du monde. Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais je viens d'ouvrir une chaîne Twitch. Si vous aimez les jeux vidéo ou juste discuter avec moi et se taper des bonnes barres, c'est ici qu'il faut se rendre. J'ai d'ailleurs pas mal d'idées de concepts, d'interviews ou de LDR version live, donc n'hésitez pas à suivre tout ça, il y a mon programme, toutes les infos, tout est dans la description. Voilà, désolé pour la pub, bonne vidéo, je vous aime. Willie Nelson est né en 1933 dans les campagnes profondes du Texas. Dès sa jeunesse, il est initié à la musique et se retrouve passionné par l'écriture de chansons, la danse country et l'apprentissage de la guitare. Il commencera très tôt à composer et à chanter en public, mais après l'école, il s'engagera dans l'US Air Force, puis enchaînera les petits boulots. Vendeur de bibles, disque jockey à la radio, cueilleur de coton, et bien d'autres. En 1960, Willie part à Nashville, dans le but de se faire un nom dans la musique. Il écrit et compose pas mal de chansons, certaines même qui connaîtront un certain succès. Mais pas pour lui. En effet, Willie est souvent sollicité par les artistes et labels locaux en tant qu'auteur-compositeur, mais sa carrière d'interprète, elle, a vraiment du mal à décoller. Les critiques sont assez rudes. En soi, Willie est passionné, talentueux, il chante bien, il fait bien de la guitare, mais il manque un petit quelque chose. Le petit Nelson, avec sa bouille de countryman comme les autres, peine à marcher sur les ombres des grandes figures déjà installées. How am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine. Et vous savez, parfois, quand on en a marre, on se dit « Nick, je pars à la campagne élever des cochons ». Et bah Willie, lui... il l'a fait. Il partira alors un peu dépité dans le Tennessee pour élever des cochons, vivotant de ses parts de droits d'auteur. Durant les 60s, il sortira alors 9 albums, mais ce sont les 70s qui vont le révéler. Enfin, pas tout de suite. En 2 ans, il sortira 6 albums de plus, rencontrant encore une fois un succès moyen, comme si l'acharnement et le travail ne payaient finalement pas si bien. Puis sortant de sa phase éleveur de cochons / fermier badass du Tennessee, c'est un autre homme qui reviendra fouler ses terres natales. Cheveux longs, barbe glorieuse et style bien plus assumé, Willie the Outlaw revient pour conquérir. And Willie didn't just reinvent himself. He created a whole new musical genre. He's basically reinvented himself as this new hybrid country rock master of the universe. Il sortira Shotgun Willie en 73, Phases and Stages en 74 et The Red-Headed Stranger en 75. Ce dernier tapera le top 1 des albums country et le top 28 du Billboard 200. C'est cet album qui scellera le destin de notre jeune Texan. À déjà 42 ans, notre Willie Nelson ouvre enfin son autoroute du succès qui ne se refermera plus jamais. Aujourd'hui, en 2020, c'est 95 albums studio, 13 albums live, 51 compilations et 41 albums vidéo qui verront le jour. Willie Nelson est alors une figure majeure de la musique américaine et s'est alors rangé au même niveau, voire plus haut, que les grandes personnalités qui lui faisaient de l'ombre 60 ans auparavant. Alors en ces périodes de fête mais aussi de pandémie, laissez-moi vous offrir quelques minutes de douceur
en vous contant quelques anecdotes marrantes de Papy Willie Nelson. Bon, à première vue, on peut voir dans Willie un homme blanc, américain, né au Texas, chanteur de country, l'exemple parfait pour certains du redneck, du républicain, ou même du raciste. Et que nenni mon gars, il n'en est rien. D'ailleurs, il existe une histoire très drôle par rapport à ça qui en dit long sur le personnage, mais aussi sur une partie de la population américaine. Durant sa longue carrière, Willie ne s'est jamais vraiment prononcé explicitement sur ses opinions politiques. Cependant, en 2018, durant la campagne du démocrate texan Beto O'Rourke pour sa candidature au Sénat contre le républicain Ted Cruz, Willie Nelson a joué sur une de ces dates. Et il y a pas mal de fans qui ont pas mal trop pas aimé ça. Cet événement déclenchera une véritable tempête de haine dans le cœur de certains fans républicains de Willie Nelson. Entre insultes, appels au boycott, allant même jusqu'aux menaces de mort, les fans républicains ou juste les pas fans de démocrates se sentiront très trahis. Willie doit se sentir tellement mal. You're supporting Beto O'Rourke in Texas against Ted Cruz, the Republican, and people are shocked at that you would support a Democrat. Why? Does that bother you that people would be upset about who you personally like politically? Oh, not really, because everybody has an opinion, everybody has a right to an opinion, so... You know, a lot of your fans didn't like it. Why do you like him so much? He doesn't care. You know, they're entitled to their opinions, Yeah. and I'm entitled to mine. That's right. Yeah. Did they have some misunderstanding of you? I don't know, I guess so, because I've been supporting Democrats all my life. I think they have this image that you don't. Autre caractéristique très connue de Willie, c'est son amour pour la marijuana. Avec le temps, il est même devenu une figure emblématique de la lutte pour la légalisation de l'herbe. En effet, Willie semble être considéré comme le premier grand stoner assumé de l'industrie. Il a répondu à de nombreuses interviews sur le sujet, et voici en gros ce qui en ressort. Willie avoue avoir été addict au tabac et au whisky pendant de longues années, et après avoir tiré sur son premier joint, il ne touchera plus une seule cigarette et ne boira quasiment plus d'alcool. D'après lui, l'herbe lui aurait alors sauvé la vie, mentalement et physiquement. En 2015, il crée sa propre marque de cannabis, Willie's Reserve. Une herbe de haute qualité supervisée par Willie lui-même qui tenait absolument à distribuer des produits sûrs pour les consommateurs de weed. Il y possède le poste symbolique d'officier, chef, testeur. D'ailleurs, en 2018, Snoop Dogg, lors de son passage chez Jimmy Kimmel, déclare que Willie Nelson est la seule personne ayant réussi à le coucher lors d'une soirée défonce à l'herbe. And by the way, Willie Nelson is the only person who's ever outsmoked Snoop Dogg. I had to hit the timeout button. Time out. Had you ever hit that button before? Never. Never hit that button? Never. Wow, that is something else. Willie adore aussi raconter cette anecdote, devenue connue. En 69, la maison de Willie prend feu, et les flammes se montrent de plus en plus inquiétantes. En quelques secondes, il décide de s'y jeter pour sauver sa gratte, mais surtout sa weed, de peur que les pompiers la trouvent et la remettent à la police. Rushed in, and I went in and got my guitar and a pound of weed that I had left in there. And I gave it to a friend of mine outside and said, go hide that somewhere. And he did. He got rid of it. And they called me and said, the house is on fire. But it just so happened that I had Trigger in the house and also a pound of good weed. So, Of course. Never forget that. Cet événement fait aussi partie du virage à 180 degrés que Willie a pris, celui qui l'a fait passer de countryman bien sympa rasé de près à Willie the Outlaw. Bon, aujourd'hui, Willie ne fume plus l'herbe, mais la mange, sous forme de confiserie ou de chocolat. Une autre chose très importante à savoir avec Willie, c'est qu'il n'est pas seul. Il ride avec Trigger, sa guitare. Et la relation entre Willie et Trigger est l'une de ces histoires qui nous prouvent que la majorité des grands musiciens ne seraient pas si grands sans leur instrument totem, devenu presque animé grâce à une symbiose presque surnaturelle. Histoire longue, courte, en 69, après un show dans un bar, un homme ivre marche sur la Baldwin 800C de Willie. La casse sera irrattrapable, mais son luthier lui annonce qu'il a une Martin N20 dans l'arrière-boutique et qu'il peut choper le micro de sa Baldwin pour le transférer dans la Martin. L'affaire se conclut et Willie pose alors les mains sur Trigger. Le guitariste préféré de Willie est Django Reinhardt. Il aime ce son jazzy, acoustique mais pétillant, presque claquant,
et cherche depuis des années à s'en rapprocher. Trigger lui donnera cette opportunité. The Red-Headed Stranger. Vous vous en souvenez, hein, c'est cet album qui a scellé le destin de Willie Nelson. Et ben c'est dans cet album que ce dernier décide de mettre en avant sa guitare. En fait, Willie et Trigger sont carrément en duo sur cet album. Et la suite, on la connaît. Cette guitare donnera une véritable identité à Willie, et lui ouvrira les portes qu'il tentait vainement d'ouvrir depuis des années. Bon, comme vous le voyez, aujourd'hui, Trigger a pris quelques rides. Le jeu énergique de Willie a fini par creuser un trou vers la rosace, et de nombreuses dédicaces d'artistes et de proches se sont gravées dans le bois. Et puis, au bout de 50 ans de relation et quelques 10 000 concerts, on ne peut pas espérer de nos deux amants qu'ils soient radieux comme à leurs 20 ans. Il n'y a pas de Trigger sans Willie, et pas de Willie sans Trigger. En 1990, Willie Nelson reçoit chez lui le fisc, qui lui réclame dans le plus grand des calmes la coquette somme de 32 millions de dollars. En effet, ce petit coquin, ou son comptable, ou les deux, aurait oublié de déclarer quelques millions en utilisant des abris fiscaux. Bon, ça discute, et Willie se fait confisquer quelques biens, puis la somme est finalement abaissée à 6 millions de dollars. Mais Willie refuse de la payer. Il a une meilleure idée. Il va sortir un album dont les profits iront entièrement au fisc. En soi, l'idée n'est pas bête du tout, hein, mais Willie, conservant son sens de l'humour légendaire, appellera cet album « Les enregistrements du fisc, qui achètera mes souvenirs ». L'album épongera donc la dette de Willie et se payera même le luxe d'être bien accueilli par les critiques. Autre petite anecdote marrante, pendant les 2 jours d'interview avec le fisc, il fera exprès de garer son tourbus sur le parking. La technique marchera du feu de Dieu et tous les passants, les secrétaires et les employés du fisc viendront en masse pour faire signer des autographes. En bref, Willie Nelson est une icône américaine. Il représente cette Amérique campagnarde simple, celle qui aime la country, ses terres et son prochain. Parce que Willie, lui, il aime son prochain. Encore une fois, il fait partie de ces légendes encore vivantes après une longue vie mouvementée qui ne semble jamais s'arrêter. Et ce que j'aime aussi avec cette génération, c'est son humilité. Willie reste simple, sympathique et sagace quand on lui parle de méchanceté, à l'image de Lemmy, qui vivait dans son petit appart sombre à Los Angeles et qui se demandait pourquoi cela étonnait tout le monde. Bref, Willie Nelson, c'est une histoire, une longue histoire. Titre de son autobiographie, sortie en 2015. Ce son si particulier, qui est désormais reconnaissable parmi tous, cet homme nous faisant penser à un vétéran ayant vécu une vie si dense que même si vous vouliez rester assis à l'écouter pendant des semaines, vous n'en connaîtriez jamais la totalité. Ces légendes de la musique, ces rockstars, ces grands hommes et ces grandes femmes ayant traversé les décennies pour forger des carrières monumentales, ouvrent notre imagination et nous font ressentir une palette d'émotions étranges, pas seulement par leur musique, mais par leur héritage, par leurs mots et leur façon d'être. Et nous sommes tous touchés différemment par cela. Et moi, la vie de Willie, elle m'a beaucoup touché. L'histoire d'un enfant qui découvre la musique et essaye en grandissant de se faire un nom dans une industrie cimentée et qui, fatigué d'essayer de l'intégrer pendant de longues années, va finalement se révéler complètement et mener sa barque jusqu'au bout en emmerdant le monde, mais sans une once de vantardise. Bref, ce mini LDR est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu, je pense que je vais en faire plus, des petits épisodes comme ça. Je me suis rendu compte que je me mets quand même vachement la pression sur tout ce qui est les gros de cul, alors c'est bien, hein, mais du coup la chaîne reste un petit peu à l'abandon et je me dis que ce serait pas mal de sortir en attendant plein de petites vidéos comme ça qui me prennent entre 1 et 2 semaines à réaliser. Donc dites-moi ce que vous en pensez et surtout donnez-moi plein d'idées dans les commentaires, je lis absolument tout. Donc si vous avez des petits artistes ou des grands que vous aimeriez que j'analyse dans des petites vidéos, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires, donc n'hésitez pas. Surtout, si la vidéo et le projet vous a plu, n'hésitez pas à la partager, je vous rappelle que c'est le meilleur moyen d'aider les créateurs que vous voulez soutenir. Merci encore à vous pour tout votre soutien, et on se dit à la prochaine dans l'intimité du rock. Ciao.